On poursuit ce rendez-vous avec alors une figure et une voix sur Liberté FM que celles et ceux qui sont habitués à ce rendez-vous du vendredi... Celle de M. Gadot, c'est ça que vous voulez dire? Non, je parlais de vous, Jean-Louis Montagu, excusez-moi. vont reconnaître aussitôt. On vous retrouve avec grand plaisir. Vous avez vu de la lumière et puis vous êtes rentré. Oui. Bonjour Jean-Louis. Merci, oui, tout à fait. On vous retrouve et puis surtout, vous n'êtes pas venu seul. Ah, mais bien sûr, Voilà. comme chaque fois, moi je prends des invités, Prestigieux. les figures qui connaissent bien les sujets sur lesquels moi je suis semi-compétent. Et alors, notre invité Dominique Marsat, bonjour. Bonjour à tous. Soyez le bienvenu. Merci. Doit être compétent dans son domaine parce qu'il est vice-président du patrimoine à la route des canons de la Grange d'Anse. De la Forge d'Anse. De la Forge d'Anse, pardon. Voilà, j'avais situé déjà géographiquement à la Grange d'Anse. À la Forge d'Anse. Alors, on en a beaucoup parlé avec Stéphane Bern et la mission patrimoine. Hein, voilà. Alors, je vous écoute, Jean-Louis. Alors, Pourquoi avoir sollicité ce monsieur? Ah ben, parce que moi, dès que j'ai entendu parler de la rénovation et du loto du patrimoine, j'ai sauté dans ma voiture et je suis arrivé. Alors, peut-être qu'un petit mot pour situer où c'est, Oui. parce que c'est pas facile à trouver. Alors, tout simplement, je pense que beaucoup de Périgourdins et beaucoup de touristes, quand ils viennent en Dordogne, connaissent bien le château de Hautefort. Oui, ça Oui. va. Donc, on est entre Périgueux et le château de Hautefort, pas très loin du château de Hautefort, c'est la route. Donc, en fait, d'ailleurs, il y a une confusion sur laquelle on peut tout de suite tirer un trait. Oui. C'est que la Forge d'Anse a été créée par François de Hautefort, Oui. qui n'est pas François de Hautefort du château de Hautefort. Voilà. Ah oui, précision importante, effectivement. Précision Alors- importante, c'est un de ses cousins. Mhm. Mais je tiens à cette précision parce que même des guides continuent encore de faire l'amalgame. de faire l'amalgame. Alors, il y en a des amalgames dans la famille, Mhm. bien sûr. Mais c'est François de Hautefort de la Forge d'Anse et du château d'Agen. Non, ne pas confondre. Alors juste, je regarde la carte que j'ai sous les yeux. Il faut prendre la D6, passer le change et vous arrivez à la Boissière d'Anse. C'est ça. Mais là, c'est pas fini. Non, alors à la Boissière d'Anse, en fait, le chemin pour avoir un repère visuel. Quand vous arrivez à la Boissière d'Anse, quand vous prenez la route qui va à Hautefort, vous passez pas dans la Boissière d'Anse réellement. Vous passez une série de virages. Exact. Alors ça, c'est vraiment le repère le visuel. Vous avez une série de virages. Et dans ce virage, vous avez une superbe chute d'eau. Oui. C'est la chute d'eau, c'est la cascade justement qui servait à alimenter la Forge d'Anse. C'est une cascade du Blâme qui se jette dans l'eau Vézère. Et dans la Vézère, pardon, non, dans l'eau Vézère. Alors ça, je ferai encore l'erreur dans 10 ans. Donc en fait, il suffit de passer sur le pont qui est sur la cascade. On tourne à droite en allant vers la mairie de la Boissière d'Anse, justement. On va se garer dans le parking de la mairie de la Boissière d'Anse et de la salle des fêtes. On descend un petit peu à pied et on peut voir la Forge de Danse. Alors moi, je conseille, comme la Forge de Danse est privée, on a la visite que quand on nous le demande avec des associations. Donc vous pouvez constituer un groupe et nous appeler, nous demander, on aimerait bien À quel visiter la numéro? Forge. Enfin, vous donnerez Voilà, le- on a toutes les coordonnées sur le site. ou sur le site qui s'appelle. Donc c'est laroutedescanons.fr, tout D'accord. simplement. Alors, pour la petite histoire, je croyais en arrivant à Bad-de-Foldance la première fois que j'étais au bout. Mais non. J'ai dû demander à des gens parce que c'était encore après. Voilà. Ben oui, puis géographiquement, c'est vrai que le nom de Anse, on l'a dans beaucoup d'endroits. C'est un toponyme, en fait. Donc, Voilà. voilà. Donc, en fait, voilà. Donc, moi, j'invite tout le monde à venir visiter. On organise des visites régulièrement. Oui. Notamment, alors là, je vous invite à regarder notre programme d'animation qui est sur le site aussi, pour Oui. avoir les dates où effectivement on peut avoir des visites. Et il y a du monde. Et il y a du monde. Donc, il faut réserver. Mm. Juste une Bien sûr, chose Jean-Louis. que j'ai oublié de vous dire au début, pourquoi je me suis intéressé à ça. D'abord par intérêt pour la route des canons et la métallurgie locale, puisque à l'époque, le Périgord était quand même le centre de la métallurgie française, du temps de Colbert et des années après. Et comme ça, je me suis intéressé au marquis de Bourdeil, M. Bertin. Alors Bourdeil, c'est pas très loin de Ribérac. Pour moi, ça fait partie du Ribéracois élargi. Très, très grand, voilà. Tant pis si je les choque un peu. Et en découvrant Bertin, j'ai découvert qu'il avait un rôle très important dans la Forge d'Anse. C'est pour ça que on va vous en parler. Voilà. Henri Léonard de Bertin. Non, pas de Bertin. Oh, Bertin, il n'y avait pas de deux. Il n'y avait pas de rajouter un particules. deux. Bertin de Bourdeil. Ah, voilà.
Marquis de Bourdeille. Mm. Alors, Ça dépend de l'ordre dans lequel on met ses possessions. oui, je vois parfois ils l'ont écrit. Il y a eu un article dans l'ADL, mais c'est Bertin pour moi. Alors je m'y suis intéressé, pourquoi le cacher? Parce que c'est aussi le fondateur de l'école des mines de Paris dont je suis issu. Et beaucoup d'anciens ingénieurs des mines ne savaient même pas ça. Oh, même Et- sur des Périgourdins ne le savent pas non plus. Non, sauf qu'elle a été dirigée par un Périgourdin il n'y a pas très longtemps. Donc lui savait. Donc, et qui était un ami de monsieur, de l'ancien maire de Périgueux. Monsieur Guénard, Monsieur Audy, Monsieur Moirand. Monsieur Audy. Voilà. Monsieur Audy. Antoine Audy. Donc, toutes ces choses-là ont fait que l'occasion faisant le larron, nous sommes là. Alors, c'est parfait. Donc, d'abord, est-ce qu'il y a un manque de communication pour ces forges? Parce que il y a eu un coup de projecteur, comme on le disait au début de cet entretien, parce qu'il y a eu le loto du patrimoine. Est-ce que ça manque finalement de projecteurs pour amener des touristes? Il est clair que le loto du patrimoine nous a fait énormément de bien, parce que maintenant, on commence à comprendre ce que c'est. Mais si vous voulez, ça pose une question. C'est que même des géologues à qui j'en parle, quand ils me disent des hauts fourneaux en Périgord, c'est pas possible, il n'y a pas de fer à l'état naturel. Mais si, bien sûr, Si, il y en a partout. On est sur un manteau sidérolitique qui descend du Massif central. Exactement. Et il suffit de se baisser pour ramasser du fer à l'état brut. Bien Et sûr. après, il faut bien sûr le transformer dans les hauts fourneaux. Mais on avait tout ce qu'il fallait pour avoir une métallurgie resplendissante. On avait du minerai de fer, on avait de la castine qui sert de liant pour créer le fer utilisable, la fonte. Et on avait aussi des bois, des forêts immenses. On a D'ailleurs, il faut le dire entre parenthèses, ça a été un vrai désastre écologique. Ça sera peut-être l'objet d'une autre émission, pourquoi pas. Oui. Et puis les rivières, puisque en fait les moteurs étaient des moteurs hydrauliques avec des moulins. Des moulins. Et d'ailleurs, il y a une très grande histoire en Dordogne, c'est que quand vous regardez certains lieux-dits, on retrouve beaucoup d'endroits qui s'appelaient la Forge. On a des endroits aussi qui s'appellent la Mouline. Alors, regardez autour de vous, vous trouverez certainement des endroits qui s'appellent la Mouline. Et la Mouline, autour de Ribérac, il y a la Ferrière. On voit souvent Ferrière. Oui, aussi. Je sais, il n'y en a pas loin d'ici. Sur mes terrains à moi, il y a un endroit qui s'appelle les Minières. Et bon, ça remonte au Moyen-Âge, mais il y avait des mines de fer. Justement, les ferrières et les moulines sont très complémentaires. Parce que si vous voulez, au Moyen-Âge, on extrayait le fer des ferrières, on commençait à le griller pour qu'il soit plus utilisable. On a nous-mêmes fouillé avec nos archéologues des ferrières monumentales dans les Grands Bois, du côté de Savignac-les-Églises. C'est énorme parce qu'on ne pensait pas trouver autant de dizaines, des centaines de tonnes de déchets de fer. Et puis, donc ce fer, après, il était réduit dans des bas fourneaux. Et ensuite, il fallait le travailler. Donc, pour le travailler, ça se travaille au marteau. Et à partir du Moyen-Âge, du milieu du Moyen-Âge, à partir du XIIIe siècle, peut-être même un peu avant, on a inventé l'arbre à cames. Et l'arbre à cames permettait de faire fonctionner des roues avec de l'eau. Et donc de faire fonctionner des marteaux très puissants. Et ces endroits-là, on les a appelés très souvent des moulines. Il y en a énormément, notamment sur la rive gauche de la Dordogne, mais il y en a aussi dans la région. Donc quand vous voyez ce toponyme, c'est pas forcément un moulin à blé, ça peut être tout à fait une ancienne forge, une ancienne grosse forge du Moyen-Âge. Il y en a un à Savignac-les-Dries, on appelle ça aussi un bocard, enfin bon. Alors le bocard, c'est un peu différent, c'est pour réduire le minerai. Le concasser, ou alors réduire les déchets de fonte, le laitier, quand on a su les utiliser un peu plus tard. Qui étaient les initiateurs de ces forges dans ces territoires, donc plutôt par rapport à nous, sur l'est du département? Alors c'est très passionnant comme question, parce qu'en fait, quand je suis arrivé en Dordogne, je ne connaissais pas du tout l'histoire. Moi, si vous voulez, mon histoire personnelle, c'est que je viens d'une famille de marins du côté de ma mère. Notamment, j'ai reconstitué l'histoire d'un arrière-grand-père qui avait fait la guerre de Crimée. Vous voyez, on est en pleine actualité. Malheureusement. Donc, la guerre de Crimée en 1853. Sébastopol. Et Sébastopol, il était canonnier à Sébastopol, justement.
Et donc, quand j'ai découvert qu'on faisait des canons en Dordogne, mon sang n'a fait qu'un tour, et je suis parti là-dessus. Donc, voilà l'histoire. Donc, mais la grande question que j'avais quand je suis arrivé en Dordogne, c'était de voir le nombre de ces châteaux. Donc, ça veut dire que malgré que maintenant, à partir de la fin du 19e et l'époque actuelle, on est sur une région qui est très pauvre, je me suis dit, à une époque, économiquement, ça devait être flamboyant. Il faut savoir que à l'époque, on avait un rapport médiéval, on avait un rapport de droit médiéval entre les châtelains et les industriels. Donc en fait, les châtelains, ils étaient dans leur château, ils possédaient ces forges-là, et d'autres industries, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Et donc, ils ont pu construire leur fortune et leur château comme ça. Il faut savoir qu'au niveau du nombre de hauts fourneaux, alors moi j'ai un chiffre qui est très précis, parce que c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'il faut travailler aussi sur des documents d'archives qu'on trouve dans les archives départementales ou dans les archives de l'armée. Les forges n'ont pas toutes été déclarées. Donc là, la fiscalité, c'est pareil, ça pourrait même faire l'objet d'une émission complète. Mais disons que si on prend un chiffre très précis, alors moi, il y en a un que j'aime bien, c'est celui de 1820 et quelques, je crois que c'est 1825, qui est donné par les mines. Donc c'est un bon chiffre, il est tout à fait officiel, puisque dans les mines, on faisait des recensements régulièrement. Donne le nombre de 37 hauts fourneaux en Dordogne. Ce qui faisait, par son nombre de hauts fourneaux, le deuxième de France après la Haute-Marne. Donc, si vous voulez, et ça, c'est déjà le 19e siècle, mais pour ce qui concerne la production de canons propres, les canons pour la marine, parce que c'est notre spécialité, on comptait déjà 17 hauts fourneaux qui fonctionnaient sous Louis XIV. Oui. Donc, c'était modeste, c'est pas des hauts fourneaux. Aujourd'hui, je vous dis, il y en a 5 qui font 15 millions de tonnes plutôt. À l'époque, c'était quand même beaucoup plus modeste, mais quand même, la production de canons, c'est... à l'époque, c'était énorme, parce qu'en fait, notamment pour couler des gros calibres, il fallait des hauts fourneaux d'une certaine importance. Donc la forge dense, notamment, a cette caractéristique d'être double. Donc en fait, on avait la possibilité de fondre des pièces très importantes. On a produit des pièces qui allaient jusqu'au calibre 36. Alors quand on parle calibre 36, c'est pas 36 mm, comme maintenant. À l'époque, c'était 36 libres. C'est-à-dire que quand on parle du calibre, c'est le poids du boulet qui est projetable par le canon. Donc en fait, c'était des canons qui projetaient des boulets de 36 libres. C'était la capacité maximum. Mais on a quand même eu des canons qui étaient exceptionnels. Notamment, il y a eu un canon... On a retrouvé la trace, on a ses plans, on a les bons de livraison. Et ça, c'est important d'avoir les bons de livraison de la part des bateliers qui vont transporter les canons, parce qu'on sait qu'il a effectivement existé. On sait que ce canon-là, il est sorti à telle date du haut fourneau. C'était un canon de 48. Les canons de 48, voilà, il est sur le livre. Oui, au passage, je ne sais pas si on a peut-être oublié de parler du livre, en passant. Puisque tout ce que vous nous dites, ça figure dans un livre que vous avez coécrit à 4, qui s'appelle « La route des canons de la forge dense ». Et encore, c'est le numéro 1, donc il y aura peut-être une suite bientôt. J'espère bien. Et qui montre toutes les illustrations dont vous nous parlez. D'ailleurs, je pense que dans ma publication en ligne, on publiera quelques images pour illustrer ce que vous dites. Pas de problème, ce sont des images qui viennent des archives départementales. Parce que sur Liberté FM, on n'a pas l'image. C'est un peu plus compliqué, effectivement. Voilà, sauf sur nos réseaux sociaux. Mais pour revenir à ce canon de 48, c'était exceptionnel parce qu'il n'y en a eu que 4 produits en France. Donc c'était un canon plus d'apparat parce qu'il était trop lourd pour les bateaux de l'époque. Donc ils l'ont mis sur un bateau, c'était le Royal Louis, si je ne me trompe pas, sous Louis XIV donc. Mais ils l'ont très vite enlevé parce qu'il était trop lourd. Donc après ils ont arrêté ce calibre 48, mais le plus gros calibre c'est le calibre 36. Alors, et donc la forge d'or c'était équipée pour les fondre avec ce double haut fourneau. En complément, oui, ça explique bien pourquoi à Anse. Dans d'autres sites, il n'y a qu'un haut fourneau, c'est-à-dire à Anse, il y en a 2.
parce qu'il fallait produire des canons de très gros calibre. C'est ça. Alors, il y a aussi on trouve aussi beaucoup de hauts fourneaux simple corps qui faisaient de la fonte marchande. C'est-à-dire que, en fait, les gars, ils fondaient des gueuses de fonte pures qui étaient revendues ou distribuées dans des affineries. Là, ces gueuses de fonte, on les réchauffait, on les martelait, et là, on en faisait des produits finaux, des casseroles, tout ce que vous voulez. Alors, vous allez nous... Ah pardon, Jean-Louis. C'est là que je pensais à ma petite parenthèse technique que j'avais annoncée. En fait, le haut fourneau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grosse bête. En général, c'est une grande cuve où on rentre par le haut le minerai, le charbon, le castine. La castine, pas toujours, mais parfois. Enfin, les choux liant. Oui, et par couches successives, et ça s'empile dedans, on souffle par le bas, et c'est là qu'il y a besoin de soufflerie, donc de moulin aussi, maintenant c'est de l'oxygène, mais à l'époque c'était de l'air, qu'on ne préchauffait pas encore, donc ça demandait beaucoup d'énergie, et il coule en dessous, enfin il y a un trou de coulée où coule ce qu'on appelle la fonte, alors qu'on appelait, que les Anglais qui ont découvert avant nous appelaient ça la pig iron, c'est-à-dire le fer cochon, parce qu'elle avait la forme d'une truie avec ses excroissances qui étaient les petits porcelets en train de s'allaiter. Bon, passons sur ça. Donc il y a d'abord la fonte qui coule, et après il y a le laitier qu'il faut séparer. Il y a un moment, il faut réagir pour le dévier et en faire ce qu'on a fait aujourd'hui pour... c'est un... je ne sais plus comment on a... de la castine, enfin mélangé à des... On en fait du ciment aussi, du béton. Dont on fait du béton et des revêtements de route. Voilà. Donc, ce qui m'amène donc à la question, de quoi étaient constitués les bâtiments ? Faites-nous une visite guidée, brièvement bien sûr, parce qu'il faut aller là-bas. Quand on voit au fourneau, d'ailleurs ça a été ma première réaction, parce que j'en avais jamais vu avant. Je me suis dit, quand j'ai vu la forge de Danse pour la première fois, parce que j'allais dans une autre forge, moi à l'époque je travaillais dans l'informatique, j'allais donner mes conseils dans une autre forge qui était à Haute-Forge justement. Mais je connaissais le matériel de cette époque de moderne. Mais quand un jour je me suis dit, je vais m'arrêter quand même pour voir cette forge de Danse. Et au début, j'ai même un peu cherché parce que ce monument était devant moi, mais je me disais, ça ressemble plutôt à un gros silo, comme un gros silo à blé, ou même carrément un château fort avec deux grosses tours. Et je me disais, qu'est-ce que c'est que ça ? Puis après, en regardant des illustrations, des plans, etc., j'ai compris que le haut fourneau, c'était ça. Donc en fait, on peut très bien passer à côté d'un haut fourneau sans se rendre compte que c'est un haut fourneau. Et en Dordogne, il y en a quelques-uns. Alors, ce qui se passe dedans, c'est ça qui est important, j'ai oublié de le dire, mais c'est que le carbone venu à l'époque du charbon de bois réduit l'oxyde de fer, parce que le minerai, c'est de l'oxyde de fer. En Dordogne, il est pauvre, il est à 30% de fer seulement, ce qui explique après la migration vers la Lorraine. Et encore, là aussi, c'était pauvre. Et les minerais actuels, c'est 70%, il faut quand même voir. Donc, et cette réduction, FeO plus C, donne Fe plus CO2. Donc, elle dégage du CO2. Et aujourd'hui, évidemment, c'est toute la question que la profession se pose pour essayer de réduire maintenant avec de l'hydrogène. Mais bon, ça prendra du temps, mais pour produire de l'eau cette fois. Qui étaient les ouvriers travaillant dans ces forges ? Essentiellement des paysans, qui étaient... le paysan, en fait, il ne travaille pas l'hiver. Donc, en fait, les forges travaillaient essentiellement l'hiver, de l'automne au printemps. Et donc les paysans de la région venaient... Des hommes, donc. Des hommes, et il y a eu aussi des femmes. Hein. Notamment à la forge de Danse, on a eu on peut appeler ça, le terme exact, c'est facteur. Donc c'est l'homme ou la femme qui fait. Donc en fait, c'était une chef de production. Et qui est enterré dans l'église. Oui, d'ailleurs, vous me faites penser que c'est Faber, le mot Faber, qui a donné fort. Le nom de fort vient de cette origine, facteur. Tout à fait. Donc, il y avait des femmes, hein, parce que dans les bureaux, parce qu'il y avait des bureaux, donc il y avait des femmes. À la forge de Danse, moi, j'ai même retrouvé une institutrice, par exemple, au 19e siècle. Mais donc en fait la plupart c'était donc des ouvriers, des paysans qui avaient un complément de revenus non négligeable
D'ailleurs, ça provoquait parfois des remous avec d'autres ouvriers et d'autres paysans, parce qu'ils étaient bien payés, ils étaient nourris. Alors, quand on dit bien payés, j'ai pas de chiffres exacts, mais par contre, je sais qu'on leur donnait beaucoup de vin ou de bière. Donc, c'était voilà, avec la chaleur, il fallait boire. Hein, ils avaient une formation particulière parce que ils apprenaient de père en fils. D'accord. Ils apprenaient sur le tas, ils apprenaient de père en fils. Après, par contre, il y avait aussi des professionnels dans une forge. Mais il faut savoir qu'une forge, un double haut fourneau comme la forge dense, ça peut employer jusqu'à 400 personnes. Mais c'est pas 400 personnes sur site. C'est les gens qui font le charbon de bois. C'est des dizaines dans les bois. C'est les gens qui vont extraire le fer. Le fer, il faut pas croire qu'on avait des grandes mines profondes avec du matériel. C'était du rapillonnage. Du rognonnage, exactement le terme. C'est-à-dire que c'était après les labours, les rognons de fer qui remontaient, il les récoltait, il les mettait au bout du chemin. Et vous aviez le soir un ânissier qui passait au bout du chemin avec une 50 ou 60 ânes qui récupéraient les petits paquets de rognons de fer et qui les emmenaient aux forges. Il y avait d'autres professionnels, par contre, qui étaient beaucoup plus spécialisés. Mais là, il y en avait très peu dans les forges. Mais ça suffisait pour la faire fonctionner. En gros, on peut dire qu'il y avait entre 6 et 10 personnes à demeure dans une forge. Parce que notamment, un des métiers qu'on cite pas souvent, mais qui est pratiquement le principal, c'était le charpentier. Des fois, ils étaient 2 ou 3 charpentiers. Parce qu'en fait, autour d'un haut fourneau, il fallait faire une halle. Parce qu'en fait, on n'avait pas de matériel comme maintenant pour être capable de mesurer la chaleur et la puissance du haut fourneau pour déclencher la coulée. Donc en fait, il faisait nuit dans ces halles quasiment, et c'était à l'œil qu'on savait s'il fallait couler ou pas. Donc en fait, les halles, c'était quelque chose qui était en bois, donc fragile. Il fallait les reconstruire et les retaper en permanence. Il y avait même des fois des incendies. Et il y avait des halles non seulement autour du haut fourneau, mais il y avait aussi des halles à charbon où on stockait le charbon. Il y avait des halles où on fabriquait des moules, etc. Donc en fait, les charpentiers, c'était un des métiers les principaux. Et puis après, il y avait d'autres métiers qui étaient plus attachés au fourneau, comme des gardeurs, par exemple. Il était là pour veiller sur le feu, l'entretenir. Et puis d'autres aussi qui étaient là, mais il y en avait qu'une dizaine par rapport à 400 personnes qui pouvaient y avoir autour d'un haut fourneau. D'expérience, je peux rajouter que le maître de la coulée, c'était le fondeur. Celui qui ouvrait le trou de coulée et où ça jaillissait, d'ailleurs, qui est un métier extrêmement dangereux, qui savait quand il fallait le faire, parce que tout ce qui se passe dans le haut fourneau, c'est le mystère. Il n'y a pas très longtemps qu'on le maîtrise un petit peu et on l'a informatisé avec l'intelligence artificielle. C'est pas connu, hein, c'est une des premières applications de l'intelligence artificielle parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dedans. On voit ce qui sort, on voit ce qui rentre, et entre les deux, alors